L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, professeur Pierre-Marie Girard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes le directeur des affaires internationales de l'Institut Pasteur. À ce titre, vous coordonnez le réseau international des instituts Pasteur, dont une dizaine se trouvent sur le continent africain. Officiellement épargné jusqu'ici, on va y revenir dans un instant. Vous étiez auparavant chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, ici à Paris. L'épidémie de coronavirus, on le disait dans le journal, a dépassé le seuil des 3000 morts dans le monde. La France est désormais le deuxième foyer épidémique en Europe après l'Italie avec 130 cas confirmés. 2 morts. A priori, ce n'est que le début ici en France? Ah oui, là, il est clair que l'épidémie a démarré. Il y a eu une période relativement calme pendant 3 semaines. On espérait que ça puisse être contrôlé. Là, on n'est plus sous contrôle de l'épidémie puisqu'il y a des foyers secondaires, c'est-à-dire des nouveaux foyers. Déclenché par des personnes qui se sont infectées en France, donc c'est plus des importations de la Chine, donc l'épidémie, comme dans beaucoup de pays, 50 pays dans le monde, est installée. Alors précisément, ça veut dire quoi, des personnes qui ont été infectées ici en France? Comment est-ce que c'est possible? Il y a bien eu un moment de contact. Ah oui, il y a eu un moment de contact. Ce moment de contact, il n'est pas toujours déterminé. Ce qui a été le plus flagrant, ça a été en Italie, où il y a eu un retard important probablement entre le contact et l'expression de la maladie chez un Italien. Et à ce moment-là, c'était trop tard pour arriver à retrouver les autres personnes, prendre les mesures, c'est-à-dire faire des prélèvements et les isoler pour éviter la dissémination. Et là, on est en période de dissémination. Mais ce contact, en tout cas ici en France, on n'a pas encore établi l'origine exacte pour... On n'a pas établi l'origine pour tous, alors que les 3 premières épidémies, dont une qui avait été très bien gérée, celle des contamines, qui a été arrêtée rapidement, car il y a eu une extrêmement bonne chaîne d'information entre différents pays, y compris de Singapour. Tous les rassemblements en France de plus de 5000 personnes en milieu confiné ont été annulés. Ça concerne des milliers d'événements et de lieux culturels. On pense notamment au musée du Louvre, on en parlait dans le journal, qui était fermé hier et qui le sera peut-être encore aujourd'hui. Une précaution indispensable? Il y a une zone grise, il faut bien le comprendre, et ça va s'adapter chaque jour. On ne peut pas prendre les procédures maximales où on bloque tout, ce n'est pas possible. Donc il y a toujours une discussion technique sur des bases scientifiques pour dire qu'est-ce qui est raisonnable de faire et qu'est-ce qui ne l'est plus du tout, voire même qui serait contre-productif, car les personnes, de toute façon, ne les observeraient pas. On a vu ce week-end des questions de l'ordre de pourquoi annuler le semi-marathon à Paris et pas le championnat de football, par exemple. Oh, il y avait des raisons, techniques, il y avait des raisons. Maintenant, il fallait prendre la décision, c'est le rôle des politiques. L'hôpital public français, évidemment, vous le savez, professeur, vit une très grave crise depuis 1 an maintenant, voire plus longtemps. Est-ce qu'il est capable de faire face? L'hôpital vit une crise chronique depuis des années, faute de financement adapté, faute de réformes qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Et ce qui fait que les soins du quotidien sont devenus vraiment difficiles. Là, j'allais dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que quand même la mobilisation est de très bonne qualité actuellement. Tout dépend jusqu'où va aller le niveau de l'épidémie. On a un système qui fonctionne. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il risque d'être débordé. Actuellement, on ne l'est pas, mais il y a des tensions fortes dans certaines régions françaises. Il y a la capacité technique, j'allais dire, de l'hôpital, et puis il y a l'état d'esprit des soignants. Est-ce qu'ils ne sont... Évidemment, il ne s'agit pas de douter de leur engagement, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire face, effectivement, à ce niveau? Sincèrement, l'engagement des soignants est vraiment excellent. Après, il va y avoir des problèmes d'effectifs, parce que certaines personnes vont devoir être mises en confinement, ne pourront plus venir au travail, et ça va influer beaucoup sur toute l'activité de routine, c'est-à-dire tout ce qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Mais l'engagement des soignants, il est vraiment extrêmement fort, et la mobilisation qui a été faite dans une rapidité extraordinaire, au milieu de tout le reste, est assez remarquable. Ce chiffre assez saisissant ce matin à lire dans les colonnes du Parisien, 1 Français sur 2 pense que le gouvernement ne dit pas la vérité à propos du coronavirus. Ça vous évoque quoi? Ça ne m'évoque rien. Je ne partage... Si, ça m'évoque quelque chose. Je ne partage pas cet avis. On a aujourd'hui les données dont on a besoin. On a les données dont on dispose. Ça veut dire... N'oublions pas qu'on ne peut pas tout savoir. Chaque jour, on en apprend, y compris sur certains mécanismes de la transmission, sur les risques précis qu'il peut y avoir. Mais là, vraiment, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une transparence des données, du suivi, avec toujours une marge d'erreur nécessairement, puisque, évidemment, il peut y avoir des cas qui n'ont pas été diagnostiqués. C'est un nombre minimal.
Alors justement, sur ce qu'on sait à ce stade, sur cette maladie dite coronavirus ou Covid-19, c'est ainsi que l'appelle l'OMS, elle est bénigne dans l'immense majorité des cas? C'est une question absolument cruciale. Oui, dans l'immense majorité des cas. Il n'est pas vrai, à mon avis, de dire qu'elle a la même sévérité, la même bénignité que la grippe. Le problème, c'est que dans cette épidémie, il y a des personnes. Bien sûr, les plus à risque sont les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, qui sont âgées, voire très âgées. Ce sont les premières touchées. Mais il y a aussi, ce qui n'est pas le cas de la grippe, de personnes en bonne santé et qui développent une maladie grave. Donc, il y a des fois des propos très rassurants là-dessus. Pour moi, ils sont un peu plus inquiétants que ça. C'est plus grave, c'est potentiellement plus grave qu'une grippe. Ça sera moins de personnes, la diffusion va être moins forte, car la contagiosité est moins forte. Mais il y a beaucoup plus de cas grave que dans une grippe habituelle. Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec H1N1, par exemple, chez les femmes enceintes qui avaient été touchées de façon importante, alors que ce n'est pas le cas de la grippe. Et on sait pourquoi c'est le cas, notamment de cet homme qui est décédé, qui était enseignant, plutôt en bonne santé. Je n'ai pas, on n'a pas les détails. Mais alors, est-ce qu'on sait pourquoi des personnes a priori plutôt en bonne santé peuvent décéder? Est-ce qu'on le sait médicalement? Ah, c'est une très bonne question. Il va falloir comprendre le mécanisme de cette maladie. On pense toujours que le virus, il va dévorer le poumon, il va détruire, etc. Des fois, c'est plus compliqué que ça. C'est des fois des réactions inflammatoires. C'est le patient qui réagit trop fort et qui donne des pneumopathies très sévères qui ne sont pas nécessairement liées à la quantité de virus. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement exploré. On a peu de description clinique du mécanisme de la maladie. C'est beaucoup plus compliqué qu'une pneumonie bactérienne, par exemple. Et sur l'indice de contagiosité, pour employer des mots... vous avez vu, il change, il évolue un peu. Ça prouve bien que ces données sont difficiles à déterminer. Ça, c'est rare, pardon, pour nous les néophytes qui n'y connaissent rien, que l'indice de contagiosité évolue. Au début, on ne sait pas. On découvre ce virus. Il n'y a jamais eu d'épidémie humaine en rapport avec ce virus. Mais le virus, lui, était déjà connu. Bien sûr, il était dans la nature. Il existe depuis des millénaires. Mais donc, on découvre, et pour avoir des données précises, il faut avoir le maximum de personnes qui ont été observées. Donc, c'était pareil sur la mortalité. On a parlé à un moment donné de 2%. On a dit non, c'est très exagéré, c'est peut-être beaucoup moins de 1%, c'est peut-être pas loin de la grippe, 1 pour 1000. Et maintenant, on dit c'est plutôt 3%. Peut-être que ça sera 1%. Donc, ça, c'est la précision de la mesure qui nécessairement nécessite du temps. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des données qui évoluent avec le temps. Un mot encore sur les questions qu'on entend, et c'est important d'y répondre ce matin notamment. On dit que les enfants, a priori, jusqu'ici, sont relativement épargnés. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Pourquoi? Personne n'en sait rien. Sauf que dans une autre épidémie avant, le SARS qui était survenu en 2002, on avait observé la même chose. Donc c'est la même famille de virus, et déjà les enfants étaient relativement épargnés. De façon formelle, les enfants peuvent faire des maladies, y compris des maladies sévères. Je ne crois pas qu'il y ait eu de décès néanmoins. Mais il y a une moindre susceptibilité pour des raisons que l'on ne connaît pas actuellement. Alors vous le disiez, ce qui est intéressant, j'imagine, pour les spécialistes, c'est que ce n'est donc pas un nouveau virus. Vous le disiez qu'il existait depuis des millénaires. En revanche, c'est la première fois qu'il est passé chez l'homme. Oui, on a pu ne pas le voir. On n'avait pas les outils qu'on l'atteste comme ça. Les outils qu'on a actuellement, on a des outils incroyablement performants. C'est-à-dire qu'on va détecter pour le diagnostic l'ADN du virus, la séquence génétique du virus, qui est incroyable. On ne pouvait pas faire ça il y a 15 ans. Donc, il a pu y avoir, il y a 30 ans, il y a 300 ans, des épidémies. Simplement, les modes de vie évoluent. Peut-être que le réservoir, on parle des chauves-souris, on parle aussi d'autres animaux, d'autres mammifères qui pourraient l'héberger. On peut imaginer, avec l'évolution de la vie, du commerce, avec l'évolution de l'alimentation, vous avez des réservoirs qui augmentent et qui, à un moment donné, débordent et font passer les virus à l'épidémie humaine. Mais à ce stade, là encore, on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il est passé de la chauve-souris au pangolin à quelqu'un sur ce marché à Wuhan. Ça reste de la... Alors, il faut être prudent, il faut toujours être un peu scientifique dans les informations, au moins quand on sait. Le réservoir chez la chauve-souris, c'est certain. Il y a un virus qui est très proche de celui... Parce qu'un virus, il change aussi. Il peut changer d'animaux et il peut évoluer dans sa génétique. Celui qui est retrouvé chez la chauve-souris, il est extrêmement proche de celui, donc c'est très probablement un réservoir. Le pangolin, il est aussi malade. Il y a certains pangolins qui peuvent être malades à cause de ce virus. C'est aussi un autre argument pour penser qu'il doit avoir sa responsabilité. Quel est le vecteur final? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au final, le virus va passer de ces animaux vers l'homme? On ne sait pas bien. Il peut y avoir des vecteurs intermédiaires qu'on ne connaît pas.
Quelques mots de l'Afrique, je le disais tout à l'heure, car vous êtes directeur des affaires internationales à l'Institut Pasteur, qui travaille notamment avec le continent. Malgré des liens très étroits entre l'Afrique et la Chine, on le sait, il n'y a officiellement que 3 cas à ce stade, un en Égypte, un en Algérie, un au Nigeria. Comment comprendre ces chiffres? Est-ce que l'Afrique est vraiment épargnée? Je peux vous dire que c'est peut-être le plus grand mystère actuel de la surveillance de cette épidémie. À vrai dire, on ne comprend pas, on n'a pas d'explication. Y a-t-il déjà des cas qu'on n'a pas vus? C'est possible, mais il n'y a sûrement pas une énorme épidémie en ce moment, parce que celle-là, elle se verrait. Les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu ce passage de la Chine, des voyageurs en provenance de Chine, alors qu'il y a 1 million de personnes qui travaillent en Chine, on n'a pas l'explication à l'heure actuelle. C'est très mystérieux. On a des hypothèses? On a peut-être quelques hypothèses, des mauvaises, certaines qui tiennent aux conditions climatiques. Qui sont fausses? Qui sont peut-être parcellaires, ça peut jouer un peu. L'épidémie probablement va s'atténuer avec les températures plus élevées qu'il y aura en Chine dans 3-4 mois, c'est quasi certain. Mais la transmission est parfaitement possible et le virus lui-même, il survit parfaitement en chaleur. Donc on ne comprend pas. Peut-être... Mais le problème, c'est que comme on ne comprend pas, on est très inquiet. Et tous les organismes, l'OMS en premier, dit qu'il faut absolument se préparer à cette épidémie. C'est peut-être dans 8 jours qu'elle va éclater. Oui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le continent a l'air épargné qu'il ne peut pas l'être. Regardez l'Italie. L'Italie, on n'en parlait pas. Et est-ce que pardon, si je peux rajouter quelque chose. Le problème, c'est que maintenant, c'est une pandémie. C'est-à-dire qu'avant, tous les foyers venaient de Chine. Maintenant, les foyers viennent d'Europe. Les liens entre Europe et Afrique sont très importants. Donc ça, c'est encore un risque ajouté. On sent que c'est peut-être maintenant qu'il va y avoir certaines personnes qui ont été infectées en Europe. Il y a beaucoup de liaisons aériennes avec l'Afrique et qu'il a risque de... Et est-ce que le système sanitaire du continent est capable de faire face? Il l'a fait avec Ebola. C'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros progrès par rapport à l'époque d'Ebola, par exemple. Il y a des services de virologie, il y a des laboratoires de virologie qui peuvent tester dans toutes les grandes villes africaines. Et la mobilisation a été très forte. Il y a eu une très belle solidarité, y compris dans le réseau des Instituts Pasteur. Très vite, il y a eu des formations qui ont été faites, une très belle formation de techniciens et de virologues qui a été faite dès le début à Dakar pour réunir les gens et pour qu'ils aient la formation. Les kits, c'est-à-dire les tests, sont distribués. S'il y a une grande épidémie, il n'y en a absolument pas assez, c'est sûr. Puis surtout, c'est très centralisé. Si vous avez un cas qui est loin de là où il y a le laboratoire, évidemment, on peut transporter les prélèvements, mais ça va être difficile. Et puis, vous avez un tissu sanitaire qui, évidemment, n'a strictement rien à voir avec le nôtre. Donc, il y a de quoi être inquiet. Dernière question, la perspective d'un vaccin, j'imagine c'est sur le long terme, là encore? C'est sur le long terme. Ce n'est pas la peine d'y penser avant au moins 20 mois. Ça laisse le temps. Merci beaucoup, professeur d'être venu ce matin sur ce plateau. Professeur Pierre-Marie Girard, donc de l'Institut Pasteur ici à Paris. Et bon courage pour les semaines qui arrivent. L'info continue juste après la pause avec